Ingrid Rifter n'avait jamais imaginé que sa vie allait basculer un mardi de mars ordinaire. À 45 ans, elle dirigeait un empire textile bâti par son grand-père dans les années 50. Son entreprise, Rifter Textile, pesait plus de 12 millions d'euros par an et fournissait les plus grands noms du luxe européen. Depuis son bureau perché au 20e étage d'une tour de Hambourg, elle contemplait souvent les mouvements du port. Ce jour-là, ses mains élégantes tenaient une tasse de café devenue froide. Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt. C'était elle qui avait demandé la séparation, mais la solitude, lourde et humide comme un manteau trempé, l'accompagnait désormais partout. Klaus, son ex-mari, avait accepté sans un mot, sans colère, sans cri, 20 ans de mariage réduits à des conversations polies et des signatures au bas de formulaires. Il n'avait jamais eu d'enfant. Un choix autrefois assumé, mais qu'elle regrettait chaque matin en se réveillant seule dans sa maison de Blanquenèze. La porte de son bureau s'ouvrit. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux. Une seule personne pouvait entrer sans frapper. Volker Berger, son associé depuis 15 ans. Là où Ingrid incarnait la prudence et la rigueur, Volker représentait l'instinct et l'audace. Ce duo fonctionnait à merveille, et Ingrid savait qu'il était la seule personne en qui elle avait une confiance totale. Avec son charme détendu et ses manières élégantes, Volker attirait aussi bien les clients que les regards. « Tu as encore oublié de déjeuner ?» dit-il en posant un sandwich devant elle. Elle esquissa un sourire et se força à croquer dedans. Volker connaissait trop bien son expression. Ingrid avait cessé de penser au contrat, elle se perdait dans des réflexions plus sombres. Depuis son divorce, elle doutait de son avenir. L'argent ne manquait pas, la réputation non plus, mais une impression de vide la suivait comme une ombre. Puis Volker posa un dossier sur le bureau, une proposition d'Istanbul signée par une société turque, Oskan International Trade. Les échantillons de soie qu'ils avaient envoyés étaient splendides, presque vivants, comme s'ils captaient la lumière. Ingrid fut intriguée par la photo jointe, celle de l'homme derrière cette offre, un certain Mehmet Huskan, 40 ans à peine, costume impeccable, sourire assuré. D'après Volker, il connaissait parfaitement le marché européen, avait étudié à Londres et travaillé à Milan. Ingrid s'attarda sur la photo. Le regard de cet homme était différent, moins froid que celui des négociants habituels, plus intense, plus charmeur. « Fixe le rendez-vous », dit-elle simplement. Elle voulait le rencontrer. Le jeudi suivant, la vidéoconférence eut lieu. Ingrid, impeccable dans son blazer bleu marine, découvrit un Mehmet encore plus séduisant que sur les clichés. Derrière lui, un bureau élégant, des étagères en bois sombre, des œuvres traditionnelles turques au mur. Sa voix, posée, portait un accent qui donnait à chaque mot une chaleur singulière. Il parlait de soi, de tradition, de marché, mais il parlait aussi d'elle. Il lui posait des questions personnelles, s'intéressait à son parcours, à ses choix. Pour la première fois depuis des années, Ingrid eut l'impression d'être vue comme une personne avant d'être une femme d'affaires. La réunion devait durer 1 heure, elle en dura 2. À la fin, Mehmet l'invita à Istanbul pour voir ses ateliers et rencontrer ses artisans. Volker, bien sûr, ne tarda pas à mettre en garde. « Trop beau, trop parfait », disait-il. Ingrid détestait son ton protecteur, mais ses doutes résonnaient dans son esprit. Pourtant, quand Mehmet lui envoya un message quelques jours plus tard, poli, respectueux, presque timide, elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son cœur battait plus vite. Elle répondit, et en quelques échanges, elle accepta. Elle irait à Istanbul. À l'aéroport, Mehmet l'attendait en personne, pancarte à la main, costume impeccable, sourire désarmant. Tout semblait irréprochable. Il la conduisit lui-même à un hôtel de luxe à Beyoğlu. Le dîner du soir fut magique. Dans un restaurant ottoman raffiné, il lui parla de son passé, de son divorce, de ses traditions familiales. La ville brillait de 1000 lumières, les ruelles respiraient l'histoire et le parfum des épices. Ingrid, pour la première fois depuis des mois, se sentait légère, vivante, séduisante. Le lendemain, Mehmet lui fit visiter son usine. Des artisans à l'ouvrage, des métiers à tisser anciens, des étoffes somptueuses. Tout respirait l'authenticité.
Elle toucha la soie, observa les couleurs chatoyantes et sentit sa conviction s'effriter. Tout paraissait vrai, solide, professionnel. Puis vint la proposition d'investissement. 2,8 millions d'euros, un chiffre vertigineux, mais la promesse de bénéfices colossaux. Ingrid hésita, consciente de la rapidité de cette décision. Mais le charme de Mémé brouillait ses repères. Le soir même, sur une terrasse face au Bosphore, il l'embrassa. La frontière entre affaires et sentiments s'effaça d'un coup. Et plus tard, seule dans sa chambre, Ingrid céda. À 2 heures du matin, elle transféra l'argent. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant précis, chaque pas de son séjour était suivi de près. Son transfert n'était pas un simple investissement. C'était le piège final qui se refermait sur elle. Ingrid se réveilla le lendemain avec un poids étrange dans la poitrine. Pas exactement du regret, mais une inquiétude sourde. La veille, elle avait transféré 2,8 millions d'euros à un homme qu'elle connaissait depuis 3 jours. Elle essaya de se rassurer en repensant à l'usine, au tissu magnifique, à l'assurance tranquille de Mémé. Pourtant, quelque chose grattait au fond de son esprit. Quand son téléphone sonna, son cœur accéléra. C'était lui. Sa voix, douce et enjouée, lui proposa de venir déjeuner dans sa maison, plus intime, plus personnelle. Ingrid hésita, mais il insista, avec ce ton confiant qui la faisait céder malgré elle. Elle accepta. La villa de Mémé se trouvait dans un quartier résidentiel chic, avec de hauts murs et des jardins soignés. Mais dès qu'elle franchit le seuil, Ingrid ressentit un léger malaise. L'intérieur était luxueux, certes, mais froid. Peu de meubles, aucune photo personnelle, pas de traces de vie quotidienne. Tout semblait décoré pour l'occasion. Le déjeuner fut servi, mais même là, elle remarqua que les plats provenaient d'un restaurant voisin, leurs étiquettes encore visibles. Mémé parla de partenariat, lui remit des documents en turc. Quand elle demanda une version en allemand ou en anglais, son sourire se crispa à peine, l'espace d'une seconde. Et puis, il y eut cette phrase, dite presque en passant. L'argent est déjà investi. Il n'y a plus de retour possible. Ce plus de retour possible résonna dans sa tête comme un avertissement. Quand il lui tendit les clés d'une voiture pour rentrer seule à l'hôtel, elle comprit enfin que quelque chose n'allait pas. La BMW ne démarra pas. Le portail était verrouillé. Son téléphone captait à peine. Et quand elle leva les yeux, elle vit les caméras fixées tout autour des murs. Elles n'étaient pas là pour protéger des intrus. Elles étaient là pour empêcher de sortir. La nuit venue, en scrutant les autres villas du quartier, elle fit une découverte glaçante. Derrière les fenêtres, d'autres femmes, européennes pour la plupart, jeunes, plus âgées, blondes, brunes, certaines fixaient l'extérieur avec des regards désespérés. Ce n'était pas un quartier résidentiel, c'était une prison. Elle était piégée. Le lendemain matin, Mémé entra, souriant comme si de rien n'était. Il posa un plateau de petit déjeuner, mais l'odeur du café avait quelque chose de suspect, presque chimique. Ingrid refusa d'y toucher. Son regard à lui avait changé, plus froid, plus calculateur. C'est alors qu'elle vit la vérité, brutale et implacable. Il ne s'agissait pas d'un partenariat textile. Ce n'était même pas une question d'argent. Ingrid avait été attirée dans un réseau de traite d'êtres humains. Les millions n'étaient plus qu'un bonus. La véritable marchandise, c'était elle. La peur monta, mais elle décida de ne pas céder. Elle observe, guette les gardes, leurs rondes, leurs habitudes. Une faille apparut, une section du mur en travaux, des échafaudages laissés à découvert. La troisième nuit, elle passa à l'action. Profitant d'un moment d'inattention, elle neutralisa un garde avec les techniques d'autodéfense qu'elle avait apprises des années plus tôt. Elle s'empara de ses clés et libéra 8 autres femmes. Toutes tremblaient, mais Ingrid prit la tête. « Suivez-moi, restez ensemble. » Elles traversèrent l'ombre, escaladèrent l'échafaudage. Clara, une prisonnière allemande, tomba et se blessa. Mais les autres l'aidèrent à continuer. Une fois dehors, Ingrid utilisa la radio du garde pour appeler à l'aide en anglais. Miracle, quelqu'un répondit. En quelques minutes, des sirènes retentirent dans la nuit. La police turque, en coordination avec Interpol, encercla le complexe. L'opération fut rapide. 23 femmes furent libérées ce soir-là. Et celui qui se faisait appeler Mehmet Huskan, en réalité Ahmed de Mir, fut arrêté avec ses complices. Pendant 6 ans,
il avait orchestré ce trafic sordide, ciblant des femmes riches, seules, vulnérables. Ingrid, de retour à Hambourg, ne redevint jamais la même. Elle avait frôlé l'irréparable, mais elle avait découvert une force en elle qu'elle ignorait. Elle lança une fondation pour soutenir les victimes de la traite, et aux côtés de Volcker, celui qui avait vu clair depuis le début, elle décida que plus jamais elle ne confondrait charme et sincérité. Elle savait désormais que les vrais partenariats, en affaires comme dans la vie, reposaient sur la confiance, le respect et la vigilance. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Ingrid? Auriez-vous fait confiance à Mémé? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos avis. Et si cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne jamais manquer les récits les plus sombres et les plus inattendus.